Bonjour, bienvenue dans cette première capsule sur le chapitre 3, l'étude des fonctions et la fonction partie entière. L'étude des fonctions, vous l'avez vu beaucoup en CST dans le chapitre 1. Vous allez donc pouvoir vous y référer pour compléter ce que j'ai pas mis dans ce document de notes. Donc, un petit rappel, la différence entre une relation, une simple relation et une fonction, dès qu'on met en lien deux variables, soit à partir d'un contexte ou juste dans un graphique, on obtient une relation parce qu'on a mis x et y en relation l'un avec l'autre, on a des couples de points. Pour savoir si cette relation-là est une fonction, on utilise ce qu'on appelle le truc du crayon ou de la règle. L'idée que je vous avais montrée, là, c'est que je me place à la verticale, je place mon crayon à la verticale à plusieurs endroits. Si à un moment donné, je rencontre deux points en même temps, ça veut dire que ce n'est pas une fonction, donc comme dans le cas présent ici, parce que j'obtiens deux y pour le même x. Donc, pas une fonction. Mais là, ce que je peux faire, traverser mon crayon à la verticale d'un bout à l'autre et que j'obtiens tout le temps un seul y pour chaque x, c'est ce que j'appelle le truc du crayon, alors c'est une fonction. Pour ce qui est de l'étude ou l'analyse de la fonction, elle comporte 6 propriétés importantes, maximum 6. La sixième, on ne l'a pas tout le temps, c'est l'axe de symétrie, donc domaine, image, coordonnées à l'origine, la variation, les extrémums, le signe et l'axe de symétrie s'il y en a. Donc, je vous invite à aller revoir vos notes de CST dans le chapitre 1 pour se rappeler la notation et ce que voulait dire chacune de ces propriétés. On va tout de suite rentrer dans la plus importante des parties de ce chapitre-là. En fait, la nouvelle partie, la fonction qu'on appelle partie entière. En fait, ici, vous reconnaissez dans le graphique assez rapidement une fonction en escalier. Effectivement, c'est une fonction en escalier. Fait qu'on a une petite mise en situation, un graphique, puis des questions à répondre. On nous dit dans une entreprise, chaque employé doit payer une cotisation annuelle pour bénéficier de l'assurance dentaire. Le montant de la cotisation dépend du revenu annuel de l'employé et se calcule à l'aide du graphique qui est là. X représente le revenu annuel en dollars et C de X, c'est le montant de la cotisation en dollars aussi. Dans quel intervalle se situe le revenu annuel d'un employé qui paye 130 de cotisation pour l'assurance dentaire? Fait que là, on va répondre exactement de la même manière que vous aviez fait lors de votre étude de la fonction en escalier, qui était aussi dans le chapitre 1. Donc, 130 comme cotisation, je me rends à 130, je regarde, ça représente cette petite marche-là. Donc, si je regarde, pour que l'employé paye une cotisation de 130, il faut qu'il gagne au moins 3 000 annuellement, mais moins de 4 500 annuellement, puisque c'est un point vide. Fait que je pourrais répondre comme ça. Vu que c'est un contexte, on répond en mots, on peut répondre en mots. Fait qu'au moins 3 000 mais moins de 4 500 Deuxième question, si un étudiant gagne 8 000 en une année, quelle cotisation annuelle pour l'assurance dentaire devra-t-il payer? Fait qu'on se rend à 8 000 c'est entre 7 500 puis 9 000. Fait qu'on va regarder la marche. Fait que ça va être sur cette marche-là, en haut. Ici, à peu près. Parce que oui, j'ai des bons de 500. Là, fait que c'est ce point-là, le 8 000. Donc, il va payer, on voit très bien, le 175 de cotisation dans le graphique. Pour ça, c'est assez clair. La troisième question. Dans quel intervalle se situe le revenu annuel d'un employé qui paye 595 de cotisation annuelle pour l'assurance dentaire? Ça veut dire que mon C de X, mon Y, vaut 595. Mais là, avec le graphique que j'ai ici, je suis pas mal pris. Ça ne se rend pas jusqu'à 595. Je pourrais le prolonger graphiquement. Ce serait long, dessiner chacune des autres marches. En fait, j'ai la possibilité de faire ça parce que cette situation-là, on remarque que chacune des marches dans mon graphique est assez régulière. Donc, c'est-à-dire que la longueur de chaque marche est la même tout le temps et la hauteur entre chaque marche est la même tout le temps. Donc, ultimement, si je poursuivais mon dessin, je pourrais me rendre à une cotisation de 595 et voir
combien est le revenu annuel de cet employé-là, mais ça pourrait être quand même long. Ce qu'on va faire, étant donné que c'est une fonction à l'escalier qui est particulièrement régulière, on va être capable, avec certaines informations dans les pages suivantes, d'établir la règle de cette fonction-là. C'est une fonction qui n'est pas une fonction quadratique, ce n'est pas une fonction du premier degré, donc la droite, c'est une nouvelle fonction qui s'appelle la fonction partie entière. Fait que pour l'instant, on va marquer c'est trop loin, c'est trop haut. Nous y reviendrons. On va y revenir pour vrai dans quelques pages. Donc, pour pouvoir être capable de trouver la règle de la fonction, il va falloir, premièrement, comprendre un certain concept qui s'appelle la partie entière. La partie entière est représentée à l'aide de crochets. C'est comme, on pourrait dire, une nouvelle opération. La partie entière, ce qu'elle fait, c'est quand on met un nombre entre crochets, que ce soit un nombre à virgule, un nombre fractionnaire, un nombre positif, un nombre négatif, un nombre même irrationnel comme pi, la partie entière fait quelque chose de très particulier. Elle va, lorsqu'on va mettre les crochets autour d'un nombre, nous envoyer seulement la partie qui est entière de ce nombre-là. Donc, le plus grand entier possible à l'intérieur du nombre. Ça ne va pas l'arrondir. Ce que ça va prendre la partie qui est entière. Par exemple, de 8,5, qu'est-ce qui est entier là-dedans? C'est 8. De 2,3, qu'est-ce qui est entier là-dedans? C'est le nombre 2. De 4,9, c'est 4. Si j'ai un entier déjà, la partie entière ne changera rien. Bon. La partie entière d'un nombre avant de se rendre dans les négatifs, j'ai ici la partie entière de pi. Pi, c'est 3,14 à peu près. Fait que ce qui est entier là-dedans, c'est le 3. OK. Lorsque j'ai un nombre négatif, ce n'est pas nécessairement évident. Fait qu'il faut se référer à la définition. Donc, la partie entière d'un nombre correspond au plus grand entier inférieur ou égal à ce nombre. Inférieur à moins 2,3, ce n'est pas moins 2. On le sait parce que sur une droite numérique, j'ai moins 2, j'ai moins 3. Le moins 2,3 est quelque part ici. Donc, le plus grand entier inférieur à moins 2,3, c'est moins 3. Donc, moi, j'utilise beaucoup la droite numérique. C'est ce qui est marqué en dessous. La partie entière d'un nombre est la valeur entière située immédiatement à gauche sur une droite numérique. Que ce soit un nombre positif ou négatif, c'est le nombre qui est situé immédiatement à gauche sur la droite numérique si le nombre n'est pas déjà entier. Parce que s'il est déjà entier, la partie entière ne changera pas. Ce qui fait que le moins 4,9, sa partie entière, va être moins 5. Pardon, j'avais oublié le petit moins. Moins 12,1, ça va être moins 13. La partie entière peut aussi se retrouver avec des opérations autres, des chaînes d'opérations autour. Il va falloir être capable de fonctionner avec. Fait que, par exemple, si j'ai la partie entière de moins 4 plus 7 sur 5, on respecte les priorités d'opération un peu comme si c'était une parenthèse. Donc, au numérateur, ça fait 3 sur 5, ce qui donne 0,6. C'est souvent plus facile de le voir en nombre à virgule. Donc, ce qui est entier là-dedans, c'est 0. L'entier immédiatement à gauche sur la droite numérique. On peut aussi l'avoir comme ça si on veut pouvoir faire les priorités d'opération. Vous voyez là, pas mal comme la priorité parenthèse, là, opération de parenthèse. Donc, la partie entière de moins 3,3, ça donne moins 4. Donc, ça donnerait moins 3 demi ou moins 1,5 si vous préférez. Je vous laisse faire les petits exercices qui sont en dessous. L'idée, ça va être, par exemple, ici de calculer. Là, on commence à parler de la fonction partie entière, mais c'est de calculer la partie entière de 7,13. Vous me dites combien ça donne. Donc, c'est la même idée pour les 5 petits numéros qui sont là. Des fois, on se demande, mais comment faire pour ne pas se mélanger entre le concept de partie entière et les intervalles? Parce qu'on se rappelle, les intervalles de X éléments de quelque chose à quelque chose, de 2 à 3, par exemple, ça pourrait être écrit de la même manière que la partie entière de 2,3. C'est pas évident.
effectivement, ça peut être mélangeant. On va se fier à son gros bon sens. Si on parle d'une fonction partie entière, bien, on va le savoir qu'on fait de la partie entière. Si on dit x éléments de 2 à 3, bien, on va le savoir qu'on parle ici d'un intervalle. Il va falloir être capable de différencier les deux.